tout d'abord, merci beaucoup à Julien pour l'invitation et pour les mots très sympathiques. Je suis aussi très content d'être ici et félicitations au Science Center pour tout ce qu'ils ont établi jusqu'à présent. Et aussi félicitations d'avoir mis Julien dans l'équipe parce que c'est aussi quelqu'un de très motivé et qui fait des superbes choses. Et voilà, tout ce que vous êtes en train de bâtir ici, c'est vraiment fantastique pour les sciences en général et bien sûr pour les statistiques en particulier. Et c'est ça qu'on cherche encore à développer davantage aujourd'hui. Je vais aussi dire juste un mot, donc Serge l'a déjà dit, la Société luxembourgeoise de statistique, que j'ai l'honneur de présider, est vraiment, elle a été construite pour promouvoir la connaissance basique des statistiques au sein de la société. Et je vais aussi y revenir vers la fin de mes slides. Donc vous voyez 35 slides, comme ça vous donne toujours un tout petit peu un contrôle sur le temps pour vous dire combien de temps est-ce que ça risque encore de durer si jamais vous trouvez que ça devient trop long. Et ça me donne aussi un contrôle pour savoir où j'en suis. Et voilà, donc commençons avec le thème en soi, donc intelligence artificielle et sciences des données. J'espère vous prendre par la main pour une promenade sympathique au cœur de la révolution numérique. Alors, commençons tout d'abord par une question. Donc ici, vous voyez deux très belles images, deux très belles peintures. Et je vais vous demander maintenant, laquelle des deux est-ce que vous pensez a été faite par un humain, laquelle a été faite par une intelligence artificielle? Donc je vais poser la question. Qui pense que le dessin du dessus est humain? Et qui pense que c'est celui d'en dessous? C'est la majorité pour celui d'en dessous. Et vous avez ceux qui ont dit en dessous ont bien raison. Et j'imagine qu'il y a des gens dans la salle qui reconnaissent peut-être celle-là. C'est Vincent van Gogh avec sa Nuit étoilée. Et donc, ce que vous voyez en haut, ça a été dessiné par une intelligence artificielle. Et c'est un trompe-œil quand même assez frappant, parce que si on le voit comme ça, on se dirait, bah oui, c'est fait par un humain. Et en fait, ce qui s'est passé là, on va y revenir plus tard, mais ce qui se passe là, c'est qu'ils ont pris une ville en Allemagne. Donc en fait, c'est des bâtiments qui appartiennent à une ville à Tübingen. Et ce que les chercheurs ont fait, ils ont redessiné cette photo de la ville dans le style de la nuit étoilée par Van Gogh. Et c'est cela que ça donne. Et on y reconnaît déjà l'incroyable force de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, on la connaît dans la vie de tous les jours. Hein. Si vous voyez les grandes sociétés, Amazon, Spotify, Meta maintenant, Netflix, Google, ils utilisent tous l'intelligence artificielle. Amazon, je pense que la plupart d'entre nous savent que Amazon est très connu pour pouvoir commander des choses en ligne. Et vous faites des commandes en ligne sur Amazon et vous allez encore une fois sur Amazon, Amazon va vous suggérer, ils sont intelligents, ils vont vous suggérer d'autres produits. Et ce sont des produits qui, très souvent, vous plaisent. Comment est-ce que c'est possible? De la même manière, Netflix, vous avez regardé des films sur Netflix, et Netflix vous fait des recommandations qui, de nouveau, très souvent, sont des recommandations qui vous plaisent. Et comment est-ce que c'est possible? Mais c'est une intelligence artificielle qui analyse vos choix de films, vos choix de produits que vous avez achetés, et qui alors a la capacité de se dire des personnes qui s'intéressent à ce genre de produit sont très probables de s'intéresser à cet autre genre de produit. Et c'est comme ça qu'ils vous font alors des propositions. Et donc, on a vraiment l'impression de se dire, mais ils me connaissent. Oui, ils vous connaissent. C'est une intelligence artificielle qui utilise un tas de données, et donc aussi des statistiques, pour justement voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte de trouver les meilleurs produits pour cette personne. Et bien sûr, ils ont tout intérêt à le faire parce que comme ça, vous utilisez davantage les plateformes. Ce que vous voyez ici à droite, ça c'est la reconnaissance faciale qui est aussi de plus en plus en développement, qu'on peut reconnaître les personnes, qu'une intelligence artificielle peut reconnaître les traits faciaux des gens. Et il y a plein d'autres exemples où l'intelligence artificielle intervient dans notre quotidien. On en a tous un peu peur, on a beaucoup de respect pour l'intelligence artificielle et souvent on a aussi du mal à savoir ce que c'est vraiment. Et donc, ce par quoi je vais commencer, c'est quoi en fait l'intelligence artificielle? Voici une définition que j'ai trouvée. C'est la capacité d'un ordinateur numérique ou d'un robot contrôlé par ordinateur à effectuer des tâches généralement associées à des êtres intelligents.
Voilà, je pense que c'est une définition qui reflète assez bien ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ça ne nous dit toujours pas comment ils le font, mais au moins, oui, ce sont des robots, en gros, c'est un ordinateur qui est censé agir comme un humain. Voilà comment on peut le retenir. On a bien sûr l'impression que l'intelligence artificielle, c'est un truc hyper moderne, parce que c'est seulement dans les années récentes qu'on voit vraiment fleurir l'intelligence artificielle. Mais détrompez-vous, parce que les origines remontent aux années 40. Donc déjà, dans les années 1940, le fameux mathématicien Alan Turing a parlé du concept d'intelligence artificielle. Alan Turing est très connu parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui a aidé les Alliés pour contrer justement la machine de cryptage Enigma des nazis. Donc il a beaucoup travaillé là-dessus et il s'est beaucoup intéressé aux ordinateurs. Et il a dit que ce serait quand même important ce serait bon que les ordinateurs puissent effectuer des tâches qui sont des tâches intelligentes. En particulier, il s'est intéressé aux jeux d'échecs et voulait construire un ordinateur qui puisse être très performant aux jeux d'échecs. Et c'est son ouvrage de 1950, Computing Machinery and Intelligence, dans lequel il a mis pas mal de bases de ce que est censé être une intelligence artificielle. Entre autres, il a développé le Turing Test, qui est encore connu comme le jeu d'imitation. En gros, c'est pour tester si un ordinateur est une intelligence artificielle, s'il parvient à nous tromper, s'il parvient à échanger avec nous comme un humain et on ne sait pas si c'est un humain ou c'est un ordinateur. Et ce nom, jeu d'imitation, peut-être pour certains d'entre vous, ça vous rappelle quelque chose. Il y a eu dans les cinémas, il y a eu le film The Imitation Game, qui était un film sur la vie d'Alan Turing. Parce que c'est lui qui est venu avec cette idée de The Imitation Game. Donc on le voit, c'est un concept qui date d'assez longtemps. On peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on a tellement la sensation que c'est récent? Mais ça, c'est dû au fait qu'il y avait les idées, mais ce qui manquait, c'était la puissance des ordinateurs. Parce qu'une intelligence artificielle, pour fonctionner, a besoin d'ordinateurs qui sont hyper performants, qui peuvent faire plein d'opérations en même temps. Et si on se rappelle, les ordinateurs, à l'époque, c'était des trucs gigantesques. On ne pouvait pas se payer un ordinateur. Et pour bien prendre un peu conscience de cela, réfléchissez aux télévisions. Les télévisions, comment elles étaient hyper grandes, très très grandes au début, et puis elles sont devenues de plus en plus petites. Bon, maintenant aussi très grandes, mais de très très fines. Petites, c'est peut-être pas le bon mot, mais très très fines. Et c'est là qu'on voit le développement. Et maintenant, c'est à la portée de tout le monde. On a tous un GSM. Qui est un micro-ordinateur d'une certaine manière. Et c'est cette évolution-là qui a évidemment entraîné que l'intelligence artificielle voit vraiment toute sa splendeur de nos jours. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est nouveau. Bon, ici, j'espère que vous savez lire ce qui est écrit en petit. Ça montre quels sont les domaines en fait, de l'intelligence artificielle. J'imagine que vous ne savez peut-être, ceux qui sont derrière ne vont pas pouvoir lire. Alors, ce qui est mis ici, c'est traitement du langage naturel. Donc, les ordinateurs sont censés comprendre ce que nous écrivons et ce que nous disons. Boîte de discussion, ça c'est quelque chose, je pense, qui vous est familier. On déteste ça tous un peu. Quand on appelle chez une certaine société, qu'on veut parler avec des agents et qu'il y a une voix robotisée qui nous répond. Et ces voix robotisées sont de plus en plus intelligentes parce qu'elles peuvent parfois même aller jusqu'à nous répondre et pas juste appuyer sur 1, 2, 3. Mais vous pouvez dire quelque chose et elles arrivent à comprendre plus ou moins bien ce qu'on dit. Ça fait aussi partie de l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr aussi, je pense, la chose qu'on a le plus en tête avec l'intelligence artificielle, les robots. Les robots en font aussi partie. Mais la plus grande partie, en fait, de l'intelligence artificielle, c'est le cercle que vous voyez ici, l'apprentissage automatique. Et c'est là-dessus que je vais me focaliser aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique? Alors, je l'avoue, j'ai trop de mal avec ce mot en français, l'apprentissage automatique. Donc, je vais utiliser le mot qu'on utilise couramment, le machine learning. C'est l'apprentissage automatique, mais c'est le machine learning. Donc, je vais m'en tenir à ça, on va parler du machine learning. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est celui qui apparaît le plus de nos jours et que vous rencontrez aussi dans la vie quotidienne. Voilà pourquoi on va en parler plus en détail. Voici une définition qui a été donnée en 1959. Donc celle-là, je la donne en anglais, mais on verra tout de suite pourquoi. Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Donc
les ordinateurs sont censés apprendre par eux-mêmes les tâches qu'il faut effectuer. Et j'ai fait ici un diagramme, c'est un diagramme très simple, donc je l'ai fait moi-même, qui vous explique un peu la différence entre la programmation traditionnelle et comment fonctionne le machine learning. En programmation traditionnelle, ce qu'on a, c'est on a des données, c'est notre input, hein, ce qu'on donne à la machine, et on a un programme. Et il en sort un résultat. Très simple. Le programme, c'est par exemple calculer la racine carrée. Le input qu'on donne, c'est 49. Et l'ordinateur va nous donner 7. C'est comme ça qu'on connaît, c'est comme ça que fonctionnent les machines à calculer, les calculettes. Ça, c'est la programmation traditionnelle. Maintenant, en machine learning, on va un peu inverser les rôles. C'est-à-dire qu'on donne aux machines de nouveau le input, mais on donne aussi le output. Et on demande à la machine de trouver le programme qui lie les deux. C'est comme ça que la machine est censée apprendre par elle-même. Donc, pour revenir à mon exemple très simple, on lui donne 49, on lui donne 7, et puis on lui demande de trouver le lien, et l'ordinateur est censé alors, sur un exemple, sur juste 49 et 7, ça va être un peu compliqué, mais si on lui donne aussi 25 et 5, 64 et 8, il va finir par se dire « Ah, c'est la racine carrée », et donc il aura appris que le lien entre ces deux choses, c'est une racine carrée. C'est comme ça que fonctionne le machine learning. Et on peut tout de suite alors déjà aller un peu plus loin. Par exemple, en médecine, si on veut faire un diagnostic à l'aide des machines, on va donner à la machine des gens qui ont certaines maladies. On va dire, voilà certaines caractéristiques de mon patient, voilà les caractéristiques, voici le diagnostic qui a été fait de par le passé, et maintenant, c'est à la machine de trouver, OK, s'il y a ces caractéristiques, sur base de ces caractéristiques, quel est le diagnostic à prendre? Il va faire le lien entre les symptômes et la maladie. C'est comme ça qu'apprend l'intelligence artificielle, par exemple en médecine, il apprend ces symptômes sont liés à cette maladie. Bien sûr, afin de pouvoir fonctionner, afin de pouvoir créer une telle intelligence artificielle, du machine learning, ce qu'il nous faut, il nous faut des exemples. En d'autres termes, il nous faut des données. Plein de données. Ce qui fait de nouveau, évidemment, le lien avec la statistique, parce que la statistique est aussi la science qui travaille avec les données. Bon, de nos jours, on a un nom plus hip, on va dire, pour cela, c'est la science des données. D'une certaine façon, j'ai envie de dire que la science des données, on peut le voir comme statistique 2.0. Il y a même un fameux statisticien qui a dit it's a sexed up term for statistics, la data science. Donc c'est pas tellement loin, c'est une version qui met beaucoup de domaines différents ensemble. Donc là, j'ai donné une définition, la science des données et l'extraction de connaissances à partir de données, combinant des idées issues du machine learning, des statistiques, de l'informatique, de l'ingénierie, des mathématiques, etc. Mais on peut aussi dire que c'est une version améliorée, modernisée des statistiques. On voit que l'intelligence artificielle et la science des données sont très fortement liées parce que l'une a besoin de l'autre pour fonctionner. Sans données, l'intelligence artificielle ne saura rien faire. Je vais maintenant vous donner deux exemples de grandes réussites de ce qu'il y a moyen de faire avec les données avant de passer dans le cœur du sujet du machine learning. Voici un exemple, c'était les élections américaines entre Mitt Romney et Barack Obama. À gauche, vous voyez la prédiction qui a été faite par Nate Silver, et à droite, vous voyez le résultat tel qu'il était. Et à l'époque, il est parvenu à faire une parfaite prédiction des résultats, ce qui montre qu'avec les données, il y a vraiment moyen de faire de superbes prédictions. C'est pour ça que l'intelligence artificielle marche si bien de nos jours. Maintenant, petit hic, évidemment, cela dépend toujours de la qualité des données qu'on possède. Parce que exactement le même algorithme, en version un peu améliorée même, quelques années plus tard, n'est pas parvenu à prédire la victoire de Trump. Là, c'était l'inverse. Il voyait Hillary Clinton. Bon, là, on sait qu'il y a encore eu des choses qui se sont passées la toute dernière semaine, qui ont peut-être aussi fait inverser la vapeur, mais c'était des données beaucoup moins claires. Et là, avec des données qui ne sont pas claires, la meilleure intelligence artificielle au monde, ça c'est quelque chose qu'il est très important de retenir, avec des données qui sont bruitées, qui sont difficiles à gérer, la meilleure intelligence artificielle au monde ne saura pas forcément donner de bons résultats.
C'est les données qui le déterminent. Un autre exemple, qui est une grande success story de la science des données et de l'intelligence artificielle, c'est en sport. Le monde des sports a complètement été révolutionné depuis les années 2000 par la reconnaissance que utiliser des données, analyser des données, ça permet complètement de changer la donne. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était la saison 2001 aux États-Unis, le baseball. Voici, à gauche, vous voyez Billy Beane, c'était le manager d'une équipe de baseball, les Oakland Athletics, et il était vraiment choqué par le fait que son équipe était si mauvaise. Donc il s'est dit, il faut faire quelque chose. On a un petit budget, on ne peut pas faire grand-chose. On va engager quelqu'un qui va nous dire quels sont les joueurs à choisir et quelles sont les tactiques à adopter pour notre jeu. Et donc, il a engagé un économiste, Peter Brandt. Et Peter Brandt, lui, il n'a pas agi comme la plupart des gens font. Il n'a pas agi sur base des tactiques classiques, du feeling et des connaissances du sport, mais il a utilisé ce qu'on appelle sabermetrics. Bon, j'imagine que personne ne connaît ce mot. Honnêtement, c'est un mot, je le trouve un peu un mot qui vole un peu haut, parce qu'en gros, ça veut juste dire data science for baseball. C'est que pour le baseball, hein, donc c'est le seul sport pour lequel on a sabermetrics. Il a son mot à lui. Donc il a utilisé des données pour dire quels sont les joueurs qu'il faut recruter avec le petit budget dont on dispose. Et cela a été un énorme succès. Les Oakland Athletics, petite équipe, a connu un succès énorme dans les années à venir. Et c'est ça qui a vraiment révolutionné le sport, parce qu'après, quelqu'un a écrit un livre, Moneyball, sur cette success story. Et plus tard, ce livre a été transformé en film. Et c'est là que vous voyez le film. Brad Pitt qui a incarné la personne qui utilise la science des données qui a changé le club des Oakland Athletics. Donc c'est quelque chose que je peux vous recommander. C'est un bon film à voir. Ça donne un peu une idée de comment ça a commencé la révolution du sport. Et maintenant, dans quasi tous les sports professionnels, vous avez des analystes de données, des statisticiens qui sont engagés pour analyser plein de données et pour ainsi prendre des nouvelles tactiques pour les différentes équipes. Et c'est ça aussi qui a amené des grands changements dans plein de sports, comme notamment, si vous vous intéressez au basketball, la NBA, il joue maintenant très différemment des années... désolé, j'étais longtemps en Belgique, des années 90, pour ne pas dire 90. Et les joueurs maintenant font beaucoup plus de tirs à 3 points. Ça a complètement changé, c'est à cause de justement l'évolution des tactiques suite aux données. Voilà. Et un exemple que je veux vous donner, c'est un exemple très, très actuel. C'est en Bundesliga allemande, vous avez le club Union Berlin. En gros, c'est un petit club. Ce n'est que la 4e saison qu'ils sont en première division. Mais ils sont très forts. Et chaque année, ils changent pas mal de joueurs et ils deviennent de plus en plus forts. Et comment c'est possible? Là, vous voyez, en ce moment, dans 1 heure environ, la Bundesliga va de nouveau jouer. Et on va voir, ça va un peu changer, évoluer. Mais vous voyez qu'à ce moment, après 10 journées de jeu, Union Berlin mène de 4 points devant le Bayern de Munich. Ce qui est, si on regarde les budgets qui sont en jeu, ce qui est quand même très, très stupéfiant. Et eux, justement, ils utilisent la science des données, une intelligence artificielle pour leur tactique, mais aussi pour gérer le fait que les joueurs ne se blessent pas trop. Donc là, vous voyez, j'ai pris cet exemple d'un article sur eux, et là, on voit que dans une interview, il est expliqué comment ils font vraiment du tracking, ils tracent les joueurs pour éviter qu'ils se blessent et pour améliorer leur performance. Et voilà, le résultat est là, c'est une belle histoire. Et voyons voir comment ils vont être situés aujourd'hui. Donc maintenant, on a vu des exemples. Maintenant, j'aimerais vous donner un petit goût de comment est-ce qu'on fait en fait pour construire une intelligence artificielle. Rassurez-vous, ça ne va pas être mathématique, ça va être sous forme de recettes de cuisine. Et on va prendre un exemple auquel on peut tous se lier. Ce qu'on va regarder, c'est un match de foot entre le Luxembourg et la Belgique. Voilà.
On demande à une intelligence artificielle, on lui donne le problème extrêmement difficile de dire qui va gagner entre le Luxembourg et la Belgique. Je suis sûr que personne parmi vous ne saurait avoir un feeling pour le résultat de ce match. Donc, essayons de faire cela ensemble. Alors, la première chose qu'il faut faire dans notre recette de cuisine, c'est qu'il faut définir un but clair. Quel est le but de l'intelligence artificielle que je cherche à construire? Dans notre cas-ci, on cherche à prédire le nombre de buts que chaque équipe va jouer. Parce que si on connaît le nombre de buts, le résultat, on saurait qui est le vainqueur. Alors, pour cela, on a besoin de facteurs déterminants. Et ça, c'est la deuxième chose importante. On s'est fixé un but. Après, on a besoin de déterminer quels sont des facteurs importants qui peuvent nous donner des informations pour atteindre notre but. En anglais, on appelle ça des features. Voilà, je pose la question ouvertement. Selon vous, quels sont des facteurs dont il faudrait tenir compte pour pouvoir prédire laquelle entre ces deux équipes va gagner? Pensez-vous, quels sont des facteurs qui vous semblent importants pour dire si une équipe est meilleure que l'autre? Le lieu du match. Pardon? Le lieu du match. Le lieu du match, par exemple. Tout à fait, oui. La qualité des joueurs. La qualité des joueurs, absolument. L'état physique des joueurs. État physique aussi. Psychique aussi, oui. Donc ici, j'en ai juste l'historique, oui. Ici, j'en ai juste mis quelques-uns, mais ce que vous avez dit tout à fait correct. Ce sont tous des facteurs dont il faut tenir compte. J'ai par exemple mis aussi l'âge moyen des joueurs, le niveau des joueurs, résultats précédents des équipes, voilà, tout ça. Donc ça, c'est des facteurs déterminants. OK, mais vous le sentez bien, c'est beau de savoir quels sont les facteurs déterminants, mais il nous faut bien sûr aussi collecter des données pour pouvoir lier les deux choses, le résultat à ces facteurs déterminants. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est, il faut connaître les résultats et les facteurs déterminants de plein de matchs précédents. Donc, il faut aller faire une grande collecte de données et prendre tous les résultats du match, pas uniquement de la Belgique et du Luxembourg, hein, non. En général. Ici, on peut se dire, c'est des équipes nationales, donc on va se restreindre à des matchs des équipes nationales. On prend pour chaque match, on regarde quelles sont les caractéristiques qu'il y a eu et quel a été le résultat. Et alors, avec donc on a le input et le output. Avec cela, justement, on va entraîner ou nourrir notre intelligence artificielle de sorte à ce qu'elle nous construise un algorithme qui relie les facteurs déterminants au résultat de chaque match. Donc, sur base des données qu'on a collectées, l'intelligence artificielle va apprendre comment il faut combiner ces facteurs déterminants pour arriver au résultat d'un match. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on aura entraîné notre intelligence artificielle. Et si maintenant ce match a lieu demain, alors on va prendre, pour le Luxembourg et pour la Belgique, on va regarder, quel est l'âge moyen des joueurs, quels ont été les résultats précédents, quel est leur état physique. Bon, évidemment, il faut avoir des bonnes statistiques pour le mesurer. Mais on prend toutes ces données avant le match et alors l'intelligence artificielle va nous donner, ça c'est le résultat. Et il va sortir quelque chose comme un 4-1 pour le Luxembourg. Voilà. Je vous montre ici un exemple parce qu'on avait mis, avec des collègues, on avait mis ça en place en 2018 pour la Coupe du Monde des hommes. Où justement, on avait construit une intelligence artificielle qui était censée prédire les matchs individuels de la Coupe du Monde. Et ce qui nous avait étonné, parce qu'en général, quand on fait de la recherche, on met son article en ligne. Et voilà, ça reste dans la communauté scientifique. Ici, non, c'était le foot et l'intelligence artificielle. Donc, ça a été repris et il y avait plein de journaux qui trouvaient ça très intéressant. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, ça c'était ici au Luxembourg, ça c'était en Espagne, c'était aux États-Unis. C'était le fait qu'une intelligence artificielle puisse prédire des résultats de foot, c'était à l'époque, ça a intéressé pas mal de gens. Et ce qui est bien, c'est que ça marchait très bien. Donc ici, ce qu'on a fait, je vous donne aussi ici un exemple où on a qui indique la performance. Donc c'était un jeu de prédiction Kicktipp, un jeu allemand où on est censé prédire pour chaque match. Donc on joue avec des collègues. Pour chaque match, on prédit quel va être le vainqueur ou quel va être le résultat. Et on s'est appelé Stats Model et on voit que
l'intelligence artificielle a battu l'intelligence humaine sur l'ensemble des 64 matchs où, à la fin, si vous voyez les scores finaux, 147, ce qui montre bien que sur un ensemble de 64 matchs, une intelligence artificielle est extrêmement puissante. Si vous avez un seul match, c'est très clair que l'intelligence artificielle peut aussi se tromper. Et alors, il ne faut pas dire sur base d'un seul événement que ça n'a pas fonctionné. Mais si on regarde plusieurs événements, alors on voit, et c'est un résultat classique, si on a plusieurs événements, alors on voit qu'une intelligence artificielle, si elle est bien faite, elle donne de très, très bons résultats. Un petit trompe-l'œil, comme on en avait au départ, donc cette personne n'existe pas. C'est un visage humain qui a été créé par une intelligence artificielle et du moins selon le site web thispersondoesnotexist.com, cette personne n'existe pas. Peut-être qu'il est quelque part, quelqu'un est né qu'on ne le connaît pas, mais en principe, il n'est pas censé exister. Maintenant, je vais vous montrer un peu, on a maintenant notre recette de cuisine. Maintenant, on va voir quelques différents types de machine learning et voir aussi des exemples que vous connaissez du quotidien. Et à chaque fois, on va le faire par notre recette de cuisine. Donc tout d'abord, le machine learning supervisé, ça c'est la version la plus classique. Donc ici, c'est en fait ce qu'on vient de voir dans la recette de cuisine, c'est juste le nom qu'on lui donne, c'est nous avons des facteurs déterminants et nous avons un résultat auquel on veut les lier. C'est ça qu'on appelle supervisé parce que c'est nous qui disons à l'intelligence artificielle, et regarde, voici des facteurs déterminants et voici le but, voici le output. Donc quand nous on dit, ça c'est le input et le output, alors on appelle ça supervisé parce que nous on lui dit ce qu'il faut retrouver. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Bon, c'est les seuls termes mathématiques de tout mon exposé. En termes mathématiques, donc pour ceux que ça intéresse, à chaque ensemble de prédicteurs, x1 jusqu'à xp, correspond donc une réponse associée yi. Voilà, donc pour le cœur mathématicien, donc c'est typiquement ce qu'on a dans la régression linéaire. Et ce que j'ai dit ici, c'est que la machine va donc apprendre. Et le type de réponse peut être double. Ça peut être quantitatif, comme le nombre de buts, c'est ce qu'on vient de voir, mais aussi qualitatif, une catégorie, oui ou non, par exemple. Ici, je vous donne un exemple très rapidement. C'est encore un autre exemple qui est utilisé beaucoup dans le marketing. Par exemple, un client veut savoir combien il vend un certain produit et il fait de la publicité pour ce produit. Et il se demande combien de budget est-ce que je suis censé mettre dans la publicité via télévision, via radio, via journaux, pour augmenter au mieux les ventes. Et donc là, on voit sur les trois graphiques, vous voyez sur cet axe-ci, vous voyez les ventes, et sur cet axe-ci, vous voyez le budget pour la télé, pour la radio, pour les journaux. Bon, on voit clairement, ce qui est logique, qu'il y a une croissance, que les ventes augmentent si le budget augmente, donc ça c'est logique. Mais la question c'est comment est-ce que je les combine de la meilleure manière? Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour la publicité par télévision, c'est là que les ventes accroissent le plus. Donc, une machine serait censée nous dire, mais allez davantage sur la télévision. Et donc là, la machine va apprendre quel est le lien entre les ventes et les budgets respectifs. Et bon, je vous ai menti, mais ce n'était pas volontaire, j'avais juste oublié que j'avais mis la formule qui vient. Donc ça, c'est donc la deuxième formule. Après, je suis assez sûr qu'il n'y en aura plus. Par exemple, ça, c'est un modèle linéaire tel qu'on l'aime en statistique. C'est une manière de faire, mais les intelligences artificielles peuvent évidemment trouver quelque chose de beaucoup plus variable que cela. Je vous avais dit qu'il y avait aussi des problèmes de classification. Donc maintenant, on va en voir un. Le problème qu'on cherche à faire ici, c'est un problème médical. On cherche à prédire si une personne risque de devenir diabète ou pas. Donc ça, c'est notre but. Déterminer si une personne risque d'être diabète, oui ou non. Selon notre recette de cuisine, on sait maintenant quel est le deuxième point qu'il faudra faire. Le deuxième point, il faudra trouver des facteurs déterminants. Bon, ici, des facteurs déterminants sont par exemple l'âge de la personne, son body mass index, ça c'est aussi très important, la tension artérielle diastolique, etc. Un médecin pourrait vous donner plein d'autres, moi je m'arrête à ces trois-là.
il y en a beaucoup de facteurs qui jouent pour être diabète ou pas. Donc ça, c'est les facteurs qui vont nous renseigner. Vous connaissez le troisième point, il faut collecter des données. Et donc, quelles données faut-il? Il faut des données sur des personnes qui sont diabètes, mais attention, aussi sur des personnes qui ne sont pas diabètes. Parce qu'il faut toujours avoir les deux catégories qu'on cherche à prédire. Il faut que la machine sache quels sont les facteurs qui déterminent si quelqu'un est diabète, mais aussi lesquels déterminent si une personne n'est pas diabète. Il faut les deux catégories. Et puis l'algorithme, évidemment, l'algorithme va alors relier les caractéristiques à l'absence ou à la présence de diabète. Donc ici, vous voyez les différents patients. Le modèle classifie alors certains qui n'auront pas de diabète et d'autres qui vont avoir une diabète. Et ça, c'est beaucoup utilisé aussi dans le diagnostic en médecine. Donc, les médecins utilisent beaucoup aussi, de plus en plus, l'intelligence artificielle pour se dire, par exemple, est-ce qu'une telle personne risque, avec ces symptômes-là, d'avoir telle ou telle maladie, oui ou non? Et alors, l'intelligence artificielle est une aide aux médecins. Attention, c'est une aide. On n'est pas au point que c'est l'intelligence artificielle seule qui dicte au médecin ce qui se passe, mais c'est une aide, ça donne une information sur laquelle le médecin peut baser alors son jugement. C'est aussi beaucoup utilisé, par exemple, par les banques pour déterminer si oui ou non une certaine transaction risque d'être frauduleuse ou non. Donc, à chaque fois qu'il y a des catégorisations pareilles, c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Traitement d'image. Nous avons déjà vu les peintures. Nous avons aussi vu la reconnaissance faciale. En général, cela s'appelle le traitement d'image. Les intelligences artificielles qui sont censées nous dire quelque chose sur les images qu'ils voient. Et ici, nous avons... Si jamais vous avez des questions là-dessus, je ne suis pas un spécialiste du traitement d'image, mais il y a mon ami Duc qui est ici et qui m'a aussi donné certaines de ces images. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est à lui qu'il faut les poser. Donc, quel est le but? Si on revient à notre recette de cuisine. Le but, ça peut par exemple être, je veux pouvoir classifier une image. Je veux pouvoir dire si un chat est sur une photo ou pas. C'est un exemple qui nous paraît très simple, mais c'est très compliqué. Parce que, réfléchissez un instant, qu'est-ce qui vous fait dire, si vous voyez une photo d'un chat, à quoi est-ce que vous reconnaissez que c'est un chat? Pardon? Moustache, oui. On peut déjà dire que ça a une queue. Bon, là, il y a beaucoup de choses qui ont une queue. On peut aussi dire que ça a 4 pattes. Il y a beaucoup d'animaux qui ont 4 pattes. C'est très difficile, en fait. Si on devait vraiment se mettre à décrire qu'est-ce qui fait que c'est un chat, c'est pas évident. Pour nous, c'est clair. On voit quelque chose et on sait, boum, c'est ça. Boum, ça c'est un chien. C'est très facile. Alors que pour le dire à une intelligence artificielle qui doit vraiment apprendre, comme ça, de manière très pénible ce que c'est pas évident. Donc, trouver des facteurs déterminants n'est pas facile. Alors, comment faire? Ce que fait l'intelligence artificielle, c'est justement, il regarde les pixels dans l'image. Donc, ils vont analyser pixel par pixel. Donc, c'est la toute petite résolution sur chacune des images. Ils regardent comment est-ce que les différents pixels, comment est-ce qu'ils sont mis ensemble. Et c'est à partir de cela que fonctionne l'intelligence artificielle. Donc, on ne lui donne pas une caractéristique, voilà, ça c'est il y a 4 pattes et tout ça. Non. Il lit juste les pixels. Et ainsi, l'intelligence artificielle est censée trouver elle-même, à partir des pixels, de la combinaison des pixels dans l'image, censée trouver quand est-ce qu'il y a un chat et quand est-ce qu'il n'y a pas de chat. Et cela peut mener à des confusions. Par exemple, un exemple très connu de cela, c'est pouvoir dire si une photo contient un loup ou un chien. L'intelligence artificielle était très forte, mais on a commencé à remarquer qu'une fois qu'on mettait un chien dans de la neige, il disait loup. Et c'est alors que les chercheurs se sont dit, mais pourquoi? Ah, mince, la plupart des photos des loups, c'était toujours dans la neige. Et donc, l'intelligence artificielle s'est dit, du moment qu'il y a la neige, ça doit être un loup parce que les chiens ne vont pas dans la neige.
ce qui est vrai pour certains chiens qui n'aiment pas du tout la neige, mais ce n'est pas une vérité générale. Donc, c'est dire que l'intelligence artificielle peut se tromper très, très facilement selon le input qu'on lui donne. C'est plutôt quand même alors les datas qui ne sont pas bien. Oui. Eh oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Un autre exemple très connu de cela, c'est, on avait aussi une fois monté une intelligence artificielle. Bon, donc c'est pas moi. Des gens avaient monté une intelligence artificielle pour savoir quelles personnes engager pour un certain job. Et bon, après, on a regardé que fait cette intelligence artificielle. Et ce qu'elle a systématiquement fait, c'est qu'elle a systématiquement laissé de côté les femmes. Donc ça devenait un critère, pas de femmes. Et alors on s'est dit, mais pourquoi ? Et du coup, ils ont été voir dans les données, ils ont remarqué que c'était un poste où, dans les données qu'ils avaient mis, c'était quasiment que des hommes qui ont eu le poste. Et donc l'intelligence artificielle, quand elle a scanné le CV, dans le CV, il y a aussi le sexe quand même qui est indiqué. Et donc l'intelligence artificielle a cru que c'était un critère prédominant. Et cela met un lien avec quelque chose que je dirai bientôt. Il est très important de garder un contrôle sur l'intelligence artificielle. Et donc, il est très important que les algorithmes soient interprétables, qu'on comprenne pourquoi une certaine décision a été prise. Parce que si on n'arrive pas si c'est des black box parfaites, alors on n'arrive pas à trouver les bugs, à trouver ce qui ne va pas dans les intelligences artificielles. Bon, voilà, ici, je pense que ces points qui suivent sont maintenant clairs. Les données, ça doit être plein d'images avec chat et plein d'images sans chat, mais des images qui sont de bonne qualité et qui n'ont pas quelque chose comme de la neige qui risque de perturber. Et puis, voilà, de nouveau, entraîner l'intelligence artificielle de cette manière-là. Et comme je l'ai dit, l'exercice est très difficile et ceci fait partie de ce qu'on appelle, si vous avez peut-être une fois entendu ce terme, deep learning. C'est une version très évoluée du machine learning, le deep learning. Là, on cherche en fait à produire des algorithmes qui fonctionnent par des neurones, un peu comme l'esprit humain qui a aussi des neurones où une information va d'un neurone à l'autre. Bon, je ne vous donne pas ces détails, mathématiquement c'est très compliqué. Quelques exemples de traitement d'image. Voici par exemple ce que voient des caméras dans des voitures et ils sont censés reconnaître où il y a des obstacles, surtout si on va vers les voitures qui conduisent d'elles-mêmes. Les voitures, les intelligences artificielles doivent savoir reconnaître où est-ce qu'il y a des voitures, où est-ce qu'il y a d'autres obstacles. Donc c'est comme ça qu'ils parviennent à détecter, voilà, en bleu, on voit, c'est d'autres voitures. Deuxième exemple, ça c'est ce qu'on dit parfois « Big Brother is watching you ». Là, c'est la reconnaissance où est-ce qu'il y a des personnes là-dessus. Et on voit bien que l'intelligence artificielle parvient à détecter où il y a des personnes. Alors, est-ce que je sais ? Ah, ça marche. Je ne vois rien sur mon écran, il est juste noir. Donc, c'est pour ça que je dois me fier à ce que je vois ici pour trouver avec la souris. Regardez ceci. Alors, là, il parvient même à reconnaître que ses jambes appartiennent à une personne, alors que la personne, elle est bien cachée par la signalisation. Donc, c'est très fort, cette reconnaissance de personnes. Et pour faire ceci, c'est exactement comme ce que je vous ai dit avec les chats. Hein. Qu'est-ce qui est une personne, qu'est-ce qui n'est pas une personne ? En médecine, c'est aussi beaucoup utilisé dans l'imagerie médicale pour voir où est-ce qu'il y a, par exemple, une lésion. Donc là, on voit qu'en rouge, l'intelligence artificielle a su détecter, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas être comme c'est censé. Et c'est ça qui aide au diagnostic, comme je l'ai dit. Je vous l'avais dit, revenons à notre image. Donc là, je vous montre ici en haut à gauche. Ça, c'est la partie de cette ville allemande qui a été donnée. Ça, c'est la photo originale. Ici en bas, ça, c'est le changement suite au style de Van Gogh. Et là, je vous montre encore deux autres images. Comme ça a été changé dans le style d'autres fameux peintres. En haut à droite, c'est Turner qui a dessiné. Et ici, c'est le fameux cri de Edvard Munch. Donc là, vous voyez comment cette image-là a été transformée. C'est comme ça que les peintres, s'ils vivaient encore, auraient, dans ce style-là, fait le dessin.
Donc ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle est capable de faire, de dessiner comme les maîtres. Comment est-ce que les maîtres l'auraient fait? Parce qu'elle apprend, l'intelligence artificielle arrive à apprendre, pixel par pixel par pixel, combinaison des pixels, comment les grands maîtres ont dessiné dans leur style respectif. Et comme ça, ils peuvent alors produire ces images-là. Je reviens aussi au trompe-œil. C'est comme ceci qu'on construit des gens qui n'existent pas. On fait des mixtures. Donc ça, c'est les personnes dont on part. Et là, vous voyez, donc, en gros, cette photo-ci, si on fait l'amalgame avec ce qui précède, la photo de la ville, ça, c'est à mettre au même niveau que les photos que vous voyez ici. Et les 4 personnes-là, ça, c'est un peu le style des peintres. Donc, on voit que si on veut imiter le monsieur avec ses lunettes de soleil, c'est cela que ça donne. Donc, ça, c'est cette femme-là dans le style de ce monsieur. C'est ce visage-là qui en ressort. Et si vous voulez savoir à quoi ressemblent ces humains si on les mixe avec un enfant, c'est ça. C'est ça qui en ressort, avec des yeux un peu très spéciaux, quand même là. Et voilà, avec la demoiselle ici, celle-là, et le monsieur qui est là. C'est comme ça qu'on construit ces images de personnes qui n'existent pas, en partant de photos existantes et en les mixant, en prenant le style. Donc tout ça, c'était des exemples de machine learning supervisé. Maintenant, je vous donne aussi un exemple de machine learning non supervisé. Dans le non supervisé, on donne juste les données et on lui demande, fais quelque chose avec les données. Donne-moi une information de ces données, mais on ne lui donne pas le but. On lui donne juste trouve de l'ordre dans les idées. Et un exemple typique, c'est le clustering. Donc là, ce qu'il est censé faire, il est censé regrouper des données suivant une caractéristique donnée. Et ici, l'exemple que j'ai pris, c'est les Simpsons. Et on peut lui demander, regroupe-moi ces personnages des Simpsons. Et une intelligence artificielle, par exemple, elle a fait ce classement-ci. D'un côté, tous ceux qui appartiennent à la famille des Simpsons. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une famille assez nombreuse. Ils sont très contents et ils sont jaunes sur tout leur corps. Et dans l'autre, ce sont les employés de l'école. Tandis qu'ici, une autre intelligence artificielle, elle a fait la séparation selon le sexe, les femmes et les hommes. Donc c'est très subjectif, mais on voit qu'il y a de l'ordre. C'est l'intelligence artificielle qui décide elle-même quel est l'ordre à choisir et met donc les choses ensemble. Et ceci, dans le quotidien, ça arrive très souvent. Parce que c'est ça qui est à la base de ce qu'on voit chez Amazon, de ce qu'on voit chez Netflix et compagnie. Ils mettent ensemble toutes les personnes qui aiment ce film-là, vont être dans une catégorie. Ce sont ces personnes-là qui ont aimé ces films, dont on sait qu'ils vont aimer tel ou tel autre film. Et de même pour les produits, ils vont aimer tel ou tel autre produit. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne le clustering quand le regroupement est fait. Alors, ça, je vais le sauter. Je voulais vous montrer un peu comment ça marche, mais je vais juste le sauter. Il est 3h05, oui. C'est une montre très intéressante. Pour un speaker, il faut bien regarder. Donc il est 3h05. Alors, ceci, juste pour vous expliquer la différence entre le supervisé et le non supervisé, on cherche à catégoriser les fruits. Dans le supervisé, on donnerait plein d'images à l'ordinateur de pommes, de raisins. Oh maintenant, pourquoi c'est écrit en anglais? De cherry, cerise, merci. De bananes. Et on va lui dire, toutes ces images-là, c'est des bananes, toutes ces images-là, ce sont des cerises. Alors il va trouver sur de nouvelles images, il va trouver, ça c'est une banane. Tandis qu'en non supervisé, on va juste lui donner les images et lui demander de trouver un ordre. Et alors, il se peut qu'il sache mettre les 4 fruits de côté, mais il se pourrait aussi qu'il parse les couleurs et que donc il va mettre les cerises ensemble avec les pommes et les bananes ensemble avec les raisins. Avec les raisins. Donc, ça c'est le non supervisé.
on ne dit pas clairement, il peut y avoir des regroupements un peu aléatoires. Reinforcement learning, ça c'est encore une autre manière de l'apprentissage, c'est l'apprentissage renforcé. Donc là, en gros, on a un agent qui fait certaines actions et on lui dit, voici une récompense. Fais toutes les actions possibles pour augmenter cette récompense. Donc c'est un peu une mixture entre le supervisé et le non supervisé parce qu'on lui donne juste, voilà, une récompense à atteindre, mais on ne lui dit pas, voilà, les facteurs déterminants et pas. Je vous l'explique sur base d'un exemple. Prenons ici Mario, du fameux jeu des années 80 et début des années 90, Super Mario Bros. Bon, on le sait bien, hein, Mario, il est censé finir un stage. Donc, il est censé, au début, il commence le stage et il est censé faire tous les obstacles et arriver à la fin. Voilà, comment est-ce que ça va se passer ? Quand l'intelligence artificielle, au tout début, la seule chose qu'elle sait, il ne faut pas mourir. Bon. Quand l'intelligence artificielle joue pour la première fois, parce qu'elle apprend en jouant elle-même, donc elle apprend de ses propres erreurs. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça reinforcement. Au début, elle va faire ça. Mario va être debout, ne pas se bouger, parce qu'elle ne sait pas que c'est une mauvaise idée. Donc l'intelligence artificielle va juste ne rien faire du tout. On sait ce qui se passe, soit il y a le temps qui va s'écouler, soit il y a un Goomba qui va venir tuer Mario. Donc, à la prochaine étape, l'intelligence artificielle va déjà se dire « Ok, rester debout, ce n'est pas une bonne idée, donc je vais me promener. » Et donc Mario va se promener, et bien là, vous le voyez déjà venir, le Goomba, hein, qui va de nouveau tuer Mario. Et là, peut-être qu'elle mettra 2 ou 3 tours avant de se dire « Ah oui, mais je devrais peut-être sauter. » Bon, elle saute au-dessus du Goomba, c'est super, il continue, et là, il y a un mur au-dessus duquel il devrait sauter, mais il ne sait pas. Donc il va foncer contre le mur, et de nouveau, le temps va s'écouler. Et avec le temps, alors, il va apprendre qu'il faut sauter. Et je pense que c'est environ au bout de 35 essais que l'intelligence artificielle résout parfaitement le niveau. Et si vous voyez des vidéos, on peut les voir sur YouTube, il le joue d'une manière extrêmement efficace, mais à une manière que nous, en tant qu'humains, on ne jouerait pas. Il fait des sauts tout le temps qu'on ne ferait pas, mais ce qui est hyper efficace. Et donc la machine apprend par son expérience et elle s'améliore énormément. Et ceci est beaucoup utilisé, par exemple, dans les échecs. Ici, vous voyez un ancien ordinateur d'échecs. C'était celui que j'avais quand j'étais enfant. Donc, j'adorais jouer avec lui. Seulement, je jouais uniquement au niveau le plus simple contre lui. Et c'était pas dû au fait que j'avais pas le courage d'aller plus haut, mais c'était parce que si on lui demandait le niveau plus haut, ça mettait une éternité. Il donnait pas de réponse rapide. Ça réfléchissait. Et en tant qu'enfant, t'as pas envie de rester là à ce qu'il n'y a rien qui se passe. Donc j'ai juste joué uniquement au niveau simple parce que autrement, ça ne m'intéressait pas trop. Maintenant, c'est une toute autre histoire. Avec l'intelligence artificielle, ils vont beaucoup plus vite, mais surtout, ils battent sans problème les meilleurs joueurs. Tandis qu'avec les anciens, bon, évidemment les meilleures versions que ça, avec les anciens, c'était dans l'année 1997 que pour la première fois, Deep Blue, le fameux ordinateur de l'époque, a réussi à battre Kasparov, le champion du monde. Et ça, c'était filmé, c'était retransmis, c'était incroyable. De nos jours, le meilleur joueur du monde, Carlsen, n'a aucune chance contre les intelligences artificielles. Et ce qui différencie aussi, c'est qu'à l'époque, ils apprenaient sur base de parties des maîtres, tandis qu'aujourd'hui, non. Une intelligence artificielle, elle ne se base sur aucune partie de maître, mais elle commence à jouer des parties contre elle-même. Et c'est qu'ainsi qu'elle devient de plus en plus forte et trouve des combinaisons inouïes. Et c'est pour ça que c'est devenu imbattable. Donc, les échecs sont un exemple très, très frappant, mais un exemple encore plus frappant est un jeu beaucoup plus compliqué que les échecs, le jeu de Go. Le jeu de Go est beaucoup plus complexe, mais là aussi, le superordinateur de Google a fini par battre le meilleur joueur, et c'est la même chose. Plus aucun joueur humain n'a une chance contre cette intelligence artificielle parce qu'elle voit des combinaisons que nous, on ne voit pas du tout. Donc l'intelligence artificielle, on lui donne un but, et elle va mettre tout en œuvre pour atteindre ce but et trouvera des tactiques que nous, en tant qu'humains, on ne trouverait pas et du coup devient imbattable là-dedans.
Voilà, on a maintenant vu plein d'exemples. Qu'en est-il des risques, hein? Parce qu'on a tous un peu peur de cela. Et bien sûr, il y a des risques. Et je vais terminer là-dessus. Donc vous voyez, on est au slide 31 sur 35, donc plus que 5 slides, et on y sera. Ben, un des risques, c'est évidemment l'utilisation des données personnelles. On sait qu'avec GDPR et tout ça, c'est très compliqué, et surtout, par exemple, en médecine, si on veut traiter les données des patients, qui peut avoir accès à ces données? Qu'est-ce qui se passe exactement avec les données? C'est très compliqué. Et là, il faut des règlements très clairs. Nous, tous les jours, quand on utilise les médias, les social media, on donne des informations personnelles. On ne s'en rend pas tellement compte, mais on donne tout le temps des informations sur nous-mêmes. Et il y a des intelligences artificielles qui tournent pour trouver des informations sur nous pour différents buts. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas aisée. Après, évidemment, le hacking et l'espionnage qui peuvent se passer. Si on a une intelligence artificielle quelque part qui prend des décisions importantes et qu'alors qu'il y a des hackers qui arrivent à aller dedans, ça peut avoir des dommages très, très grands. La sécurité de l'intelligence artificielle, c'est aussi très important. Comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle, elle a un but et elle le poursuit par des moyens que nous, on n'aurait pas en tête. Exemple hypothétique, self-driving cars, donc les voitures qui conduisent elles-mêmes. Supposons que je suis un peu à la bourre et je suis pressé, je veux arriver à temps à l'aéroport. Si alors je dis à ma voiture, mais ramène-moi là le plus vite possible, comment est-ce que la voiture va s'y prendre? Si ça c'est son but, arriver le plus vite possible, et qu'elle ne sait pas les valeurs, qu'elle ne sait pas bien les valeurs humaines, elle va écraser d'autres personnes pour arriver là-bas le plus vite possible. Parce que c'est ça le but. Hein. Donc, souvenez-vous, comme j'ai dit avec Mario, il prend des manières de se déplacer qui ne sont pas celles que nous, on aurait en tête. Et donc, si on ne donne pas nos valeurs à l'intelligence artificielle, il y a des grands risques. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut de l'interprétabilité pour pouvoir dire pourquoi est-ce que telle ou telle décision a été prise. Et cela demande évidemment des questions d'éthique et de contrôle, et notamment pour les voitures qui conduisent elles-mêmes. Là, il y a beaucoup de questions éthiques qu'il faut savoir gérer. Et en dernier lieu, j'aimerais aussi le souligner, évidemment, cela fait aussi un grand usage de ressources énergétiques. Les intelligences artificielles, de même que les énormes données qui sont stockées partout. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais on a des problèmes énergétiques, et rien que les emails qui sont envoyés chaque jour, c'est une énorme ressource d'énergie. On voit souvent sur les emails, n'imprimez pas cet email parce que... ne l'imprimez pas pour les arbres, mais théoriquement, il faudrait aussi dire, chaque email que vous envoyez, réfléchissez, c'est de l'énergie qui passe. Pour une seule personne, c'est peut-être pas beaucoup, mais avec les tas d'emails qui sont envoyés très souvent inutilement, c'est aussi une énorme ressource énergétique. Et donc, dans tout ce domaine, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc là, je cite Jean-Gabriel Ganassia qui dit « Il y a des aspects très positifs, mais aussi des risques indéniables. Les technologies nous donneront le meilleur si nous savons anticiper les risques. » Et pour cela, justement, il nous faut, et là je vais dire quelque chose qui est très en ligne avec Serge Allegrezza, l'illettrisme statistique, l'illettrisme numérique est un problème dans notre société. Trop de gens ont des soucis avec les nombres. Pour pouvoir juger qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit. Trop de gens ont des soucis à ce niveau-là et donc ne peuvent pas estimer les risques. Comment alors peut-on suivre la révolution numérique qui est là et qui va en galopant si on n'a pas suffisamment le feeling, la connaissance des nombres? Et je ne parle pas là qu'il faut savoir du a carré plus b carré égale c carré, non. Des choses assez basiques, comme par exemple des concepts, comment est-ce qu'on calcule des pourcentages, comment est-ce qu'on calcule des proportions. Tout cela devrait être quelque chose qui est monnaie courante et que chacun devrait connaître. C'est pas trop demandé, mais si on voit que l'intelligence artificielle, le numérique, tout ça c'est basé sur des chiffres, il semble normal qu'une connaissance basique des nombres soit un prérequis absolu dans nos temps modernes. Et cet illettrisme statistique ouvre bien sûr aussi grand la porte aux fake news. Je vous en donne une ici. Ici, je vous montre le pourcentage de réussite de deux équipes, pour rester dans le thème, de deux équipes de baseball. Une équipe a gagné 53% de ses matchs, l'autre 42%.
voici la bonne manière de représenter 53% et 42%, mais voici une manière détournée de le montrer. Ils ont juste coupé ici. Et donc là, si on voit cet axe-ci et qu'on ne lit pas le détail 42-53, on se dit, les bleus sont quand même 5 fois plus forts que les autres. Donc là, il faut faire gaffe. On peut très facilement se tromper. Je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est, je peux vous dire que la connaissance des langues augmente avec la taille des pieds. Plus on a les pieds longs, mieux on connaît les langues. Et j'ai des données qui le prouvent, hein. Pas de souci. Bon, ce que je ne dis pas, c'est que ce sont des données d'enfants. C'est comme ça qu'on peut tromper les gens. C'est des données tout à fait correctes qui existent. Et bien sûr, les enfants, en grandissant, connaissent mieux les langues. Un autre exemple, c'est, il était remarqué que dans l'Allemagne d'après-guerre, la population de cigognes a diminué et les naissances ont aussi chuté en même temps. Ah, quand même, hein, c'est parlant. C'est très parlant. Et puis, l'exemple classique, c'est, ici, nous voyons le nombre de prix Nobel par pays. Et ici, on voit la consommation de chocolat. Hein? Et on voit très clairement, plus on consomme du chocolat, là, on a la Suisse tout en haut, et plus on a de prix Nobel. C'est quand même un lien très clair. Il ne faut pas chercher plus loin, il faut manger plus de chocolat. Donc, au lieu d'être très souvent même fier de dire « Ah, j'étais nul en maths à l'école », il y a une certaine fierté qu'on en retire, et je pense que ça l'explique très bien, hein, le gars qui veut inventer une machine qui va éliminer les devoirs de maths, et son père lui dit « Pour faire cette machine, tu as besoin de maths ». Donc, au lieu d'être fier de ne pas connaître les maths, je pense qu'il est important de dire que les mathématiques, encore une fois, les mathématiques de base, pas ce qui va trop loin, vraiment la base. De même que la science, en général, nous servent dans notre vie quotidienne. Et il faudrait avoir un feeling intuitif pour les nombres. Ceci d'autant plus avec notre digitalisation galopante et l'avènement de l'intelligence artificielle, comme j'espère avoir pu vous le montrer. Donc, ce dont nous avons besoin de plus d'esprit scientifique. Et pas uniquement, nous avons aussi besoin d'esprit plus scientifique. Donc, nous avons besoin de plus d'esprit plus scientifique, si on veut combiner un peu les deux. Et pour revenir au thème de la conférence, donc, j'aimerais conclure en disant, si on fait cela, alors la peur devant la révolution numérique peut virer de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Je vous remercie pour votre attention.